Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la Côte d'Ivoire, vue d'ailleurs dans le monde. Ces dernières années, la Côte d'Ivoire s'est retrouvée régulièrement sous le feu des projecteurs des médias internationaux, principalement pour des raisons liées à l'actualité politique du pays, mais aussi pour des questions économiques et sociales. Quels sont les événements relayés par les médias étrangers au sujet de la Côte d'Ivoire? Comment ces médias internationaux traitent l'actualité ivoirienne? Je vous propose d'en parler immédiatement avec Marouane Benyamed, notre premier intervenant. Marouane, bonjour. Vous êtes le directeur de publication de Jeune Afrique. Combien de unes vous souvenez-vous avoir consacré à la Côte d'Ivoire depuis ces 2 dernières années? Compte tenu de l'actualité particulièrement riche récemment, entre les vicissitudes de la vie politique, les alliances et mésalliances dont les acteurs de cette vie ont le secret, les sujets de fond, comme la refonte de l'armée après les mutineries de 2017, les réformes économiques ou les élections qui se sont déroulées, et enfin les petites et grandes affaires, comme celles qui concernent l'ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, je n'arrive même plus à dénombrer le nombre de couvertures que nous avons consacrées à la Côte d'Ivoire. Je sais qu'elles sont très nombreuses, je dirais facilement une bonne trentaine. Vous avez rencontré le président de la République, M. Alassane Ouattara, après son renoncement à l'élection d'octobre prochain. Pouvez-vous nous en dire plus sur les conditions de cette rencontre, notamment l'ambiance et le contenu de vos échanges? Cela faisait un certain temps que je courais, entre guillemets, après le chef de l'État pour obtenir cette interview. Les sujets d'intérêt sur lesquels ces réponses étaient attendues ne manquaient évidemment pas, notamment autour de la présidentielle d'octobre 2020 et de ses nombreux acteurs jadis proches de lui avant que l'on assiste à une forme de rupture, comme Henri Konan Bédié et Guillaume Soro. Il avait finalement donné son accord pour un entretien début mars, en marge de l'Africa CEO Forum, que nous devions organiser à Abidjan avant son annulation en raison de la crise du Covid-19. Nous avons décidé de maintenir l'interview, je suis donc venu dans la capitale économique pour la réaliser. Timing idéal puisque le chef de l'État devait annoncer quelques jours plus tard qu'il avait pris 2 décisions majeures: renoncer à se présenter lui-même car il souhaitait transmettre le témoin aux générations suivantes, et valider le choix de celui qui le représenterait, qui représenterait le RHDP en fait, à sa place. Son Premier ministre et plus proche collaborateur depuis 30 ans, Amadou Gon Coulibaly. Ce fut également l'occasion d'aborder la question de son héritage, celui qu'il laisse à la tête du pays, de sa vision de l'après-pouvoir, et enfin de parler des nombreux protagonistes de la vie politique ivoirienne et africaine, Soro et Bédié, nous l'avons déjà dit, mais aussi Laurent Gbagbo, Blaise Compaoré et tant d'autres. Je dois préciser que l'ambiance de ces entretiens était étonnante, surtout pour moi qui connais Alassane Ouattara depuis plus de 20 ans et qui l'ai interviewé à de nombreuses reprises dans l'opposition comme au pouvoir. Je l'ai trouvé d'une décontraction et d'une sérénité étonnantes. Il était d'excellente humeur, badin et quasiment tout le temps souriant. Le signe, j'imagine, de sa confiance en l'avenir, mais aussi de sa certitude d'avoir fait le bon choix. Jeune Afrique publie régulièrement des dossiers sur la situation économique des États africains. Quel est votre regard sur l'économie ivoirienne? C'est une économie qui a beaucoup progressé et qui semble saine. Si l'on prend les grands agrégats, c'est une évidence. Croissance forte et régulière, plus de 7,5% par an pendant 9 ans, inflation contenue, endettement raisonnable car utile au développement du pays, notamment en termes d'infrastructures, etc. Elle sait visiblement également faire preuve d'une certaine souplesse face aux chocs extérieurs ou intérieurs, comme ce fut le cas après les mutineries de 2017 ou avec la chute des cours du café-cacao. Maintenant, il faudra voir les conséquences de la crise liée au Covid-19 qui ne seront hélas réellement mesurables que dans quelques mois si tout va bien. Quel bilan économique pourriez-vous faire des 2 mandats du chef de l'État? Il serait déplacé de critiquer plus que de raison ce qui a été accompli, surtout lorsque l'on compare les résultats ivoiriens avec ceux d'autres pays d'Afrique subsaharienne francophone, pourtant plus gâtés par Dame Nature. Le PIB ivoirien a doublé dans ce laps de temps, c'est-à-dire pendant les 2 mandats. La pauvreté et le chômage ont reculé, les infrastructures importantes ont vu le jour, certains projets dataient même de la période Houphouët. Se posent à mon sens 2 sujets majeurs qui sont toujours à relever, celui de la redistribution plus inclusive des richesses, c'est-à-dire de répondre aux besoins des classes pauvres et moyennes, et celui de la lutte contre la corruption. Ils ne datent pas d'hier et ne sont pas spécifiques à la Côte d'Ivoire, certes, mais seule leur résolution permettra au pays de passer un nouveau cap dans l'intérêt de tous.
Merci Marouane Benyamed. Retrouvons maintenant Sandrine Bamba. Bonjour. Vous êtes responsable bureau Abidjan à Medi 1 TV Afrique. Quels sont vos critères de couverture et de traitement de l'actualité ivoirienne ? Bonjour Fatim, c'est un plaisir pour moi de participer à cette émission. Pour revenir donc à votre question, ce qu'il faut retenir dans un premier temps, c'est que Medi en TV Afrique est une chaîne généraliste qui est basée à Tanger au Maroc, avec des bureaux en Côte d'Ivoire, à Dakar et à Nouakchott en Mauritanie. Alors notre ligne éditoriale, c'est l'information sur l'Afrique en faisant la promotion des valeurs de solidarité, d'entente et de fraternité entre les peuples africains et bien sûr les réussites du continent. Alors nous voulons montrer l'information internationale au départ d'une vision africaine et moderne du monde. C'est ce que nous nous attelons d'appliquer ici en Côte d'Ivoire au travers de nos différents journaux télévisés. Également au cours de nos émissions, que ce soit des émissions de débat, des talk shows et bien entendu au travers de nos différents reportages. Donnez-nous quelques exemples d'événements marquants de l'actualité ivoirienne que vous avez traités depuis le début de cette année. Des événements marquants que Medi en TV n'a pas voulu se faire compter. C'était d'abord à Yamoussoukro, l'adresse à la nation du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui a annoncé face au Sénat qu'il ne sera pas candidat aux échéances électorales d'octobre 2020. Nous étions également présents au lancement des travaux de l'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé à Grand-Bassam, qui a enregistré la présence de diverses personnalités, dont l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, son Excellence Abdelmalek Kettani. Nous étions également présents à l'inauguration du pont de l'amitié ivoiro-japonaise. Medi en TV également était présent en mars dernier pour le Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Voilà en gros quelques événements phares que nous avons couverts pour cette année 2020. Medi 1 est d'origine marocaine et nos deux pays ont des relations privilégiées. Comment la Côte d'Ivoire est perçue au royaume chérifien ? Alors, comment est perçue la Côte d'Ivoire au Maroc revient également à se poser cette question. Comment est apprécié le Maroc en Côte d'Ivoire? Nous le savons, le Maroc et la Côte d'Ivoire, ce sont deux pays frères qui entretiennent des relations séculaires depuis le roi Hassan II et le président Félix Houphouët-Boigny. Ces relations aujourd'hui qui se sont intensifiées avec le président Alassane Ouattara et le roi Mohamed VI. La Côte d'Ivoire et pour le Maroc aujourd'hui, un partenaire stratégique, en témoigne déjà notre présence, la présence de Medi en TV en Côte d'Ivoire depuis 2017 que nous existons en terre ivoirienne. Également à côté de notre présence, il existe, Fatim, je dirais, plusieurs volets de coopération. Je parlerai de la baie de Cocody, qui est en construction, qui est un projet phare dans cette coopération ivoiro-marocaine. Tout cela pour dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un partenaire très apprécié par le Maroc, est un pays qui aime les Marocains également, les Marocains qui aiment également la Côte d'Ivoire. Merci Sandrine Bamba. Nous sommes en liaison avec Pierre Pinto de RFI. Bonjour. Est-ce que l'actualité ivoirienne a une place prépondérante dans les informations traitées par Radio France Internationale ? RFI est une radio internationale qui émet partout dans le monde et qui traite l'actualité de très nombreux pays du monde, tout en portant, il est vrai, un intérêt particulier à l'Afrique et notamment à l'Afrique francophone, tout simplement parce que la majorité de ses auditeurs, la grande majorité de ses auditeurs s'y trouvent. Alors l'actualité ivoirienne dans cette actualité africaine est-elle prépondérante ? Je dirais oui et non. Non parce que, comme je vous le disais, il y a d'autres pays que RFI suit de près, de nombreux autres pays d'Afrique francophone qui sont couverts par RFI. Mais oui, parce que actualité oblige, nous sommes en 2020, pour des raisons que je n'ai pas à vous expliquer, c'est une année cruciale pour la Côte d'Ivoire et donc pour ses voisins aussi, et que par conséquent, RFI suit de près le déroulé de l'actualité dans l'optique de cette élection présidentielle, mais pas seulement. Donc la Côte d'Ivoire a une place, oui, de choix dans l'actualité traitée par RFI, en tout cas cette année. Quels sont les derniers sujets liés à la Côte d'Ivoire que vous avez traités ?
un peu tous les sujets. C'est vrai qu'on est servi par l'actualité ces temps-ci. On a suivi par exemple cette semaine la candidature annoncée par Henri Conan-Bédier, les derniers déroulements à la Cour pénale internationale. Avec mes collègues Sidi Yansané et François Hume Ferkatadji, on est aussi revenu sur les inondations de ces derniers jours à Abidjan. Je reviens moi par exemple du nord du pays, de Ferké, où j'ai effectué quelques reportages. Il a été aussi question des suites de l'attaque djihadiste de Kafolo. Voilà, on traite un peu tous les sujets liés à l'actualité, mais pas seulement. On revient aussi, on traite aussi ce qu'on appelle une actualité plus magazine. Par exemple, j'ai rencontré le fameux designer, graphiste, artiste ivoirien Oplerou qui venait de créer un emoji pour la journée mondiale des réfugiés. C'était l'occasion de parler de son parcours assez étonnant depuis ces 2 dernières années. Lui qui est sorti d'un anonymat complet et est passé à une certaine célébrité. Donc voilà, la Côte d'Ivoire est traitée à l'antenne pour l'actualité qui s'y déroule, mais aussi sous forme de débat. Par exemple, dans l'émission de Juan Gomez, la candidature d'Henri Conan-Bédier a donné lieu à un débat il y a quelques jours, ou dans d'autres émissions culturelles, historiques. Donc voilà, la Côte d'Ivoire est assez présente sur RFI. Vous résidez en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'être le correspondant d'un média français facilite ou rend plus difficile votre travail, notamment avec les personnalités politiques et les populations ? Je ne crois pas que travailler pour un média français change quoi que ce soit en réalité par rapport à un média anglo-saxon ou bulgare ou colombien. Ce qui change peut-être les choses, c'est de travailler pour un média à large audience, crédible, sérieux. C'est ça, je dirais, qui ouvre les portes des personnalités publiques, peut-être plus facilement qu'un média local. Pour ce qui est des populations, là, je ne crois pas que ça change quoi que ce soit. Dès lors qu'on leur tend le micro, qu'on leur donne la parole, je crois que les gens sont contents, satisfaits de témoigner de leur vie, de leurs difficultés, de leurs préoccupations, dès lors donc que des reporters viennent s'intéresser à eux. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème dans mes reportages ou dans mes interactions avec les gens, parce que je travaillais pour RFI ou pour un autre média. Donc voilà, je ne pense pas que ça change fondamentalement quoi que ce soit. Merci Pierre Pinto. Retrouvons maintenant Thaïs Brouk. Bonjour, vous êtes le journaliste correspondant de France 24 en Côte d'Ivoire. Est-ce que résider en Côte d'Ivoire est une plus-value dans votre traitement de l'information ? Alors, la question de savoir si résider en Côte d'Ivoire est une plus-value dans mon traitement de l'information, la réponse est oui, évidemment. Pour moi, c'est même indispensable. En effet, il me semble difficile de suivre correctement l'actualité d'un pays sans y vivre, ou au moins sans s'y rendre régulièrement. Et c'est d'autant plus vrai en télévision. On ne peut pas vraiment tricher en télévision. Nous devons aller sur le terrain, faire du reportage, filmer, recueillir le témoignage des gens, recueillir le témoignage des populations. Et puis c'est d'ailleurs en étant aussi sur le terrain que des sujets, des idées de sujets, de reportages, de préoccupations des populations peuvent émerger. Et c'est très souvent, oui, en discutant avec les gens, donc en étant sur le terrain et donc en résidant en Côte d'Ivoire, que j'ai de nouvelles idées de reportage. Quels sont les sujets concernant la Côte d'Ivoire pour lesquels vous êtes intervenu récemment sur France 24 ? Alors, quels sont les sujets concernant France 24 sur lesquels je suis intervenu récemment ? Eh bien, déjà, il faut rappeler que France 24 est une chaîne française, mais c'est une chaîne d'actualité internationale qui s'intéresse
particulièrement à l'Afrique, avec un journal d'ailleurs quotidien consacré au continent, à l'instar de mes confrères de RFI par exemple. Je traite la plupart des sujets d'actualité qui se déroulent ici en Côte d'Ivoire. Donc les derniers sujets que j'ai traités récemment sont certainement les mêmes que la RTI aussi, hein. Par exemple, on peut évoquer la nouvelle audience de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale, l'absence prolongée d'Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre et candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre prochain, son absence prolongée pour des raisons médicales, mais aussi la candidature à l'investiture d'Henri Konan Bédier, ou encore récemment la révision de la liste électorale lancée par la commission électorale indépendante. Donc la plupart des sujets politiques, nous les traitons à France 24, c'est tous les soirs à 19h45 dans le journal de l'Afrique, 19h45 GMT. Mais on traite aussi des sujets plus dits de société, donc pas uniquement politiques. Mais il faut dire que ces derniers mois, l'actualité ici en Côte d'Ivoire, mais plus généralement dans le monde entier, a été largement consacrée à la pandémie du nouveau coronavirus. Donc ça a été le cas ici aussi en Côte d'Ivoire. On a traité beaucoup de sujets autour de ça. On a essayé de trouver des angles originaux, un petit peu différents, beaucoup d'angles sociaux aussi. Par exemple, nous avons traité l'impact du semi-confinement sur les quartiers populaires, ou aussi les inégalités grandissantes entre les enfants issus de parents aisés et de parents plus pauvres lorsque l'école ferme. Voilà, on traite vraiment énormément de sujets différents, et on essaye d'apporter un angle original à notre traitement de l'information. Est-ce que les relations historiques qui lient la France et la Côte d'Ivoire impactent d'une manière ou d'une autre le traitement de vos sujets ? Alors, sur les relations historiques qui lient la France et la Côte d'Ivoire, est-ce que ça impacte, est-ce que ça influence le traitement de mes sujets? Moi, j'aimerais d'abord rappeler que je parle en mon nom propre, Thaïs Bro, correspondant de France 24, mais pas en tant que porte-parole de la chaîne, donc mon avis n'engage que moi. Pour répondre à votre question, je ne dirais pas que les relations historiques entre nos deux pays impactent le traitement de mes sujets. Je réalise tous mes reportages de manière indépendante, hein. C'est moi qui propose les sujets à mes chefs, ils sont validés ou ils sont refusés, mais en tout cas, quasiment tous les sujets que je réalise sont de mon fait. C'est mon idée. La plupart des chefs sont moins au courant, et c'est bien normal, de ce qui se passe dans le pays puisque j'y vis. Donc c'est moi qui propose les reportages, c'est moi qui propose les sujets, et ensuite c'est validé ou non. Je les réalise donc, comme je vous le disais, de manière indépendante, avec, j'espère, la déontologie nécessaire, sans pression de qui que ce soit. France 24 est une chaîne publique, hein, financée par l'État français, mais c'est ce qui garantit en fait son indépendance. Le politique, c'est-à-dire les autorités françaises, n'ont pas leur mot à dire sur le traitement des sujets. C'est très important. Je sais qu'il y a des rumeurs et qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que France 24, c'est la voix du gouvernement français. Moi, je peux garantir, en tout cas de mon point de vue et de mon expérience, que ça n'a jamais, je dis bien jamais, été le cas. Ça fait 7 ans que je travaille pour France 24 en Afrique. Voilà. Mais effectivement, les relations historiques entre nos deux pays peuvent éventuellement influer pas sur le traitement, mais sur le choix des sujets. L'Afrique francophone est une zone où France 24 est très regardée, hein. C'est même la zone où la chaîne est le plus regardée, plus qu'en France, beaucoup plus qu'en France, et c'est encore plus vrai en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, qui ne connaît pas France 24 ici en Côte d'Ivoire, qui n'a jamais regardé France 24 en Côte d'Ivoire? Tout le monde le regarde au moins une fois de temps en temps. C'est même devenu une source d'information très importante, ici très suivie, ce qui nous donne aussi une grande responsabilité en termes de prudence et de vérification de l'information avant de donner l'information. Dès qu'un sujet touche nos deux pays, il est évidemment prioritaire. Évidemment, on va en parler sur France 24. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'un sujet fait récemment par mon collègue Marc Perelman, qui lui est employé directement à Paris. Il a réalisé un long reportage sur le bombardement de Bouaké en 2004. C'est un épisode qui avait longtemps empoisonné les relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Il était important de revenir dessus, et
Et pour vous faire une idée justement de la manière dont on traite les sujets, eh bien, je vous invite à aller sur notre site internet et regarder en replay ce reportage et vous verrez qu'il a été fait en toute indépendance. Merci à Thaïs Brook. Ainsi prend fin le dernier numéro de la première saison de votre magazine d'actualité internationale Ailleurs dans le monde. Un grand merci à tous nos invités qui se sont succédés depuis novembre dernier. Merci aux équipes techniques de RTI 1 et Radio Côte d'Ivoire. Merci à la direction des magazines de l'information et à la direction générale. Et surtout, merci infiniment à vous tous qui avez pris le temps de nous suivre. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une série d'émissions spéciales consacrées aux grandes problématiques qui concernent le continent africain et parfois d'autres contrées ailleurs dans le monde. Prenez soin de vous et à bientôt.